Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux. Merci beaucoup d'être là. Mon nom est Pierre Jacquet. On vous propose aujourd'hui une session conjointe avec Sophie Bouton, qui est ma collègue et mon amie, avec laquelle on a travaillé sur des problématiques qu'on va essayer de vous exposer aujourd'hui. Je ne suis pas économiste. J'ai vu sur le programme qu'il était marqué que j'étais économiste. Je suis désolé. Donc peut-être vous êtes trompé. Mais voilà. Moi, je suis chercheur en sciences cognitives. Et je m'intéresse plus particulièrement aux mécanismes d'émergence des psychopathologies chez les enfants, chez les adolescents et chez les adultes. Et on s'intéresse aux effets des environnements précoces sur le développement psychologique. Alors, le thème de la conférence aujourd'hui et de l'événement, c'est l'énergie. Donc, ce n'est pas évident de faire un pont entre tout ce que vous avez pu voir par ailleurs dans les autres conférences et ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, parce que c'est vrai que l'énergie, c'est un concept qui se décline un peu à l'infini. Donc, j'ai fait une tentative où j'ai essayé de partir un peu de la physique pour aller jusqu'au cycle de vie des humains. Et ensuite, Sophie présentera, elle, comment cette notion d'énergie, c'est une notion centrale dans l'organisation de la biologie des enfants et en particulier leur développement neurocognitif. Du coup, je vais partir du fait que les découvertes en physique montrent que la distinction fondamentale qui existe entre des systèmes organisés et des systèmes non organisés, elle se situe au niveau de leur capacité à concentrer l'énergie. Donc les systèmes organisés, ils ont en effet des propriétés de stockage de l'énergie que ne possèdent pas les systèmes non organisés. Ces différences, les physiciens ils peuvent les décrire en termes d'entropie, et l'entropie, c'est une mesure finalement du désordre ou de la dispersion de l'énergie dans un système. Donc plus un système il est désordonné ou plus il est aléatoire, plus son entropie est élevée. Inversement, un système qui est très organisé, il va avoir une entropie qui est plus faible. Et dans un système organisé, comme par exemple un cristal, les éléments qui composent sa structure ils vont être arrangés de manière ordonnée et surtout redondante, prévisible. Et donc ce degré élevé d'ordre, il signifie qu'il y a peu de façons différentes d'arranger les composants sans briser l'organisation du cristal. D'où l'entropie faible. Et ça, c'est également le vrai d'autres systèmes, comme par exemple les machines. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est aussi vrai des structures vivantes, donc comme nos cellules. Donc les cellules biologiques, elles ont aussi une organisation qui est évidemment très complexe, mais qui est très ordonnée. Donc il y a des membranes, il y a des mitochondries, il y a d'autres organites, et tous ces éléments ils vont interagir suivant des processus qui sont vraiment réglés extrêmement finement. Donc le problème, c'est que l'entropie globale d'un système isolé, nécessairement, elle va croître avec le temps. Et ça signifie que les structures du système, elles finissent par se désorganiser, comme quand le cristal y fond, par exemple, ou comme quand la cellule, elle se décompose pour finalement mourir. Et donc, la prise en compte de cette contrainte thermodynamique fondamentale, donc fondamentale pourquoi ? Parce que tout système physique présent dans l'univers y est confronté, et ça a conduit certains spécialistes comme Ludwig von Boltzmann, par exemple, et à sa suite Erwin Schrödinger, à se demander, au fait, comment est-ce que les organismes vivants ils évitent cette augmentation d'entropie qui mène au désordre et à la désorganisation. Et donc, pour, par exemple, Schrödinger, la force motrice de la vie, elle repose précisément sur la capacité des organismes vivants à maintenir leur ordre et leur organisation en s'extrayant du désordre environnant. Donc, comment est-ce que les organismes vivants parviennent à ça ? Eh bien, ils y parviennent en consommant de l'énergie et des ressources ordonnées, donc de faible entropie, qu'ils transforment ensuite pour entretenir leur propre organisation interne. Et ça, tout en exportant de l'entropie, c'est-à-dire du désordre, vers l'environnement extérieur. Et donc, selon cette théorie, la vie peut être comprise comme une lutte continue contre l'entropie, contre le désordre, et dans laquelle les organismes ils doivent constamment importer de l'ordre de l'environnement extérieur pour survivre et se reproduire. Donc, cette gestion de l'ordre et du désordre, qui est donc rendue possible par un couplage finalement des processus énergétiques entre un milieu interne
et son environnement externe, eh ben, c'est assuré par le métabolisme. Et le métabolisme, ça comporte deux phases, l'anabolisme et le catabolisme. Donc le catabolisme, ça fait référence à l'ensemble des processus chimiques qui sont impliqués dans la dégradation des molécules complexes en molécules plus simples et qui libèrent donc de l'énergie. Ça comprend par exemple la dégradation des glucides, des lipides, des protéines, pour produire ensuite de l'énergie qui va être utilisable sous forme d'ATP, notamment, principalement. Et l'anabolisme, c'est l'ensemble des processus chimiques qui permettent de construire des molécules complexes à partir de molécules plus simples, et donc qui consomment de l'énergie. Donc ça inclut la synthèse des protéines à partir des acides aminés, la formation de l'ADN à partir de nucléotides, ou encore la production de réserves énergétiques comme le glycogène ou les graisses. Donc on comprend bien que le catabolisme et l'anabolisme sont deux phases qui sont complémentaires et absolument essentielles pour tous les organismes vivants, qu'il s'agisse de bactéries, d'animaux, de champignons, etc. Donc c'est ce qui leur permet de croître, de se maintenir en vie et de se reproduire. Cependant, si tous ces organismes possèdent un métabolisme, la manière et le rythme auquel ils vont métaboliser l'énergie et la disperser ensuite dans l'environnement, ça va varier énormément d'une espèce à l'autre. Et ces variations, en fait, elles vont avoir des conséquences énormes sur l'organisation de leur cycle de vie. Là, j'ai rentré dans un domaine dans lequel je suis un peu plus confortable. Donc, par exemple, ça va avoir des effets sur la longévité des animaux. Donc, il y a des animaux qui vivent seulement quelques jours, et il y en a d'autres qui vivent plus de 500 ans, par exemple. Donc, l'homme, typiquement, il se situe tout en bas à gauche, vers l'échelle des 120, et c'est un animal qui a une longévité extrêmement longue. Ça a aussi une incidence sur le mode de reproduction des animaux, sur certaines caractéristiques reproductives. Donc il y a des animaux, par exemple, qui ont besoin de très peu de temps pour mettre des bébés au monde, et d'autres qui, au contraire, ont besoin d'énormément de temps. Donc, comme l'éléphant, par exemple, il y a une période de gestation de 92 semaines. Alors, j'ai mis ça parce que j'ai découvert ce fameux requin du Groenland, qui est vraiment le champion du monde de toute catégorie. Donc pour le requin du Groenland, c'est 150 ans pour devenir adolescent, à peu près. C'est 8 à 18 ans d'attente entre le coït et la naissance des bébés. C'est long. Et c'est une vie de 500 ans, probablement très ennuyeuse. Donc il a tué le game, quoi. Donc, quand on y regarde de plus près, en fait, on se rend compte que les différences qu'on va observer au niveau de ces caractères de vie, elles ne sont pas forcément le fruit du hasard, mais qu'elles peuvent être au contraire associées l'une avec l'autre. Donc, par exemple, on voit que les animaux qui vivent très très longtemps, ils ont une croissance qui est très très lente. Et en fait, ils ne font pas beaucoup de bébés en général, en comparaison à des animaux qui, eux, vivent beaucoup moins longtemps. Donc, ce que ça suggère, c'est que les différentes espèces animales, elles vont répartir différemment l'énergie dont elles disposent entre leurs systèmes biologiques. Ça, c'est une notion qui est hyper importante pour la suite. Donc, si on prend deux animaux extrêmement différents, la souris et la baleine bleue, on voit qu'évidemment, ils se distinguent par leur taille, par leur masse corporelle, par leur développement, leur cycle reproductif aussi et leur longévité. D'un côté, la souris elle a une période de croissance qui est rapide, qui s'achève une fois que la maturité sexuelle est atteinte, et qui est suivie par une fenêtre de reproduction qui est relativement courte et qui se caractérise par la production d'un grand nombre de bébés. Et immédiatement après quelques cycles de reproduction, elle meurt. À l'opposé, la baleine, elle a une période de croissance qui est longue avant d'atteindre la maturité sexuelle, et en fait, cette période de développement, elle est suivie par des cycles longs ou des phases de reproduction qui sont caractérisées par la production d'un bébé unique. Elles vont alterner avec des phases où l'animal va maintenir son organisme dans un état fonctionnel. Et donc il y a une alternance comme ça entre des phases de maintenance et des phases de reproduction. Donc il y a un truc qui est assez frappant, c'est que pour la souris, il y a une grande partie finalement des ressources énergétiques dont elle dispose qui semblent dédiées à la croissance et à la reproduction, mais pas à la maintenance somatique. Et ça se traduit par une longévité courte. A contrario, la baleine bleue, elle va distribuer ses ressources énergétiques de manière plus variée, et ça va se traduire par un ralentissement de la croissance et de la reproduction et un allongement de la longévité.
Et donc, ça laisse à penser que le cycle de vie des animaux, il est spécifié par des espèces de décisions, non conscientes évidemment, que les individus vont prendre sur la meilleure manière de répartir leur budget énergétique entre les grandes fonctions biologiques. Bon, ce qui nous concerne un peu plus, c'est évidemment le cycle de vie humain. Alors, qu'est-ce qu'il en est du cycle de vie humain? Alors, le cycle de vie des humains, il est spécial, à plus d'un titre. Et pour l'étudier sous sa forme prototypique, tout du moins, c'est utile d'analyser des données qui sont recueillies auprès des humains dont le mode de subsistance est basé sur la chasse, sur la pêche et sur la cueillette. Pourquoi? Parce que depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'émergence de l'agriculture, il y a à peu près 11 000 ans, Homo sapiens a survécu quasiment exclusivement grâce à ce mode de subsistance. Et ça, c'est aussi vrai des autres espèces du genre Homo qui l'ont précédé, ou de certains grands singes avec lesquels on partage des racines évolutives profondes. Donc, c'est finalement en réponse à ce genre d'environnement que nos caractères biologiques, donc, qui incluent évidemment notre morphologie, mais pas que, aussi notre physiologie, notre psychologie aussi, nos comportements, eh bien, ils ont évolué pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ce que ces données recueillies sur les micro-sociétés chasseurs-cueilleurs nous montrent, eh bien, c'est d'abord que le cycle de vie des humains, il est caractérisé par une durée de vie exceptionnellement longue. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est ce que montre le graphique ici, sur la droite. Donc les humains qui évoluent encore aujourd'hui dans ces environnements ancestraux, comme par exemple les Kung de Tanzanie, les Yanomami au Brésil, les Haché au Paraguay, ou encore les Iwi au Venezuela, eh bien, ils vivent bien plus longtemps que nos plus proches cousins, les chimpanzés. Et on voit aussi que cette différence, elle est relativement faible pour les âges précoces, c'est-à-dire entre 0 et 15 ans, donc c'est ce que j'ai essayé de surligner en rose, sur la partie gauche du graphe, et qu'elle s'accentue progressivement après cette période-là, à tout âge de la vie, pour finalement aboutir à une longévité qui est 2 fois en moyenne plus longue que celle des chimpanzés. Le cycle de vie des humains, il se distingue également par la longueur de la période pendant laquelle les jeunes individus ils vont dépendre de sources externes pour satisfaire leurs besoins en énergie et assurer leur survie. Donc ça, c'est vraiment une particularité. Sur ce graphique, on voit que la quantité d'énergie calorique que les jeunes Mashigwenga, en l'occurrence, qui sont âgés entre 0 et 20 ans, ils sont capables de produire chaque jour par leur activité quotidienne, elle est nettement inférieure à la quantité de calories quotidiennes qu'ils consomment pour se maintenir en vie. Donc il y a vraiment un déficit entre la production et la consommation chez les jeunes. C'est donc illustré par la différence entre la courbe que vous voyez au point blanc, et qui représente donc la consommation calorique moyenne des jeunes, et la courbe au point gris qui représente, elle, la consommation calorique moyenne. Et ce qui est remarquable, c'est que cette période de dépendance juvénile, qui est exceptionnellement longue, s'observe dans toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ces sociétés, elles vivent souvent sur des continents différents ou dans des aires géographiques différentes, et elles n'entretiennent aucun lien culturel les unes avec les autres. Donc, par exemple, on voit ici exactement la même différence entre la production et la consommation quotidienne des calories chez les jeunes de moins de 20 ans, mais cette fois-ci dans la tribu des Hachés. Et là, c'est chez les jeunes pyros, donc c'est vraiment un pattern reproductible. Donc forcément, en fait, pour satisfaire leurs besoins énergétiques, les jeunes humains, ils doivent se reposer sur un apport externe. Et cet apport, il va être produit par des individus de leur communauté qui vont être plus âgés. Et effectivement, si on regarde le graphique, donc la suite des courbes sur le côté droit du graphe, on voit que dès l'âge de 20 ans et jusqu'à la fin de leur vie ou presque, les adultes produisent plus de calories qu'ils n'en consomment. Et c'est donc cet excès de production qui va bénéficier aux plus jeunes. On voit encore que ce pattern de surplus de production excessive d'énergie calorique s'observe également dans les autres micro-sociétés de chasseurs-cueilleurs. Et donc, en voyant ces données, on peut se poser la question suivante, qui est donc pourquoi est-ce que les jeunes humains ils restent si longtemps dépendants de l'énergie produite par leurs aînés pour se maintenir en vie? Ça peut paraître une stratégie un peu bizarre. Et donc, la réponse, c'est que par rapport aux autres grands singes, ou même aux autres espèces d'hominidés,
Homo sapiens a besoin d'une bonne vingtaine d'années pour que son cerveau exceptionnellement volumineux puisse arriver à maturation. Donc tous les parents le savent ici. On voit très bien sur ce graphique à quel point le taux de croissance du cerveau humain, donc c'est la courbe qui se situe ici, il est très très rapide pendant les premières années de la vie, et en fait il continue à être significatif jusqu'à l'âge de 20 ans. Et donc c'est vraiment un gros contraste avec la courbe de croissance estimée des cerveaux des premiers hominidés ou des grands singes, ou notamment les chimpanzés, qui donc produisent un cerveau assez rapidement dans les premières années de la vie, mais qui stagne ensuite, le développement stagne très très vite, et il s'interrompt aux alentours de 10 ans. Et paradoxalement, cette différence développementale entre humains et chimpanzés, elle s'inverse quand on s'intéresse à d'autres caractéristiques, et en particulier la masse corporelle. En gros, la croissance, quoi. Donc, en fait, ce sont cette fois-ci les chimpanzés, et non pas les humains, qui ont une croissance corporelle qui est plus rapide. Au moins, en tout cas, pendant les 10 premières années de la vie. Donc, on va revenir sur ce point un peu plus tard, et ça va faire l'objet, évidemment, de la présentation plus détaillée de Sophie sur cet aspect. Et donc, la question ultime, c'est pourquoi est-ce qu'on a un cerveau qui est si gros et qui prend 20 ans à se développer? Donc, il y a une hypothèse qui tient la corde aujourd'hui, c'est celle du régime alimentaire. Le régime alimentaire des humains, chasseurs-cueilleurs, il a été de tout temps constitué de nutriments qui sont hyper denses en énergie, donc très très caloriques. Cependant, ces nutriments, ils sont vraiment très très difficiles à obtenir et à accumuler. Donc ça peut être des insectes, ça peut être des racines, ça peut être des petites proies, des moyennes proies, voire des très grosses proies. Et donc, en fait, pour récolter ces nutriments, on a besoin d'un cerveau qui soit capable d'inventer ou d'utiliser des techniques qui sont vraiment très très compliquées, qui demandent aussi une accumulation énorme de connaissances, mais pas que, aussi des capacités de communication et de coopération entre les individus. Et ça, on sait que ces capacités de communication et de communication dans le règne animal, elles sont vraiment singulières. Et donc, effectivement, tout ça, ça prend une bonne vingtaine d'années. Donc, en résumé, comme finalement les autres animaux, les humains, ils doivent décider, encore une fois de manière non consciente, et ce, à différents moments de leur vie, comment répartir leurs ressources énergétiques entre les grandes fonctions biologiques. Donc on a vu, grâce aux études menées auprès des sociétés de chasseurs-cueilleurs, que sur ce point, on était plus proche de la baleine que de la souris, avec de l'énergie allouée en priorité à la survie et dans un second temps à la reproduction. Et ensuite, ce compromis d'allocation d'énergie, il peut se scinder en d'autres compromis. Donc par exemple, un compromis entre une allocation dédiée au développement du cerveau et au développement neurocognitif, qui va être en compétition avec le développement de la croissance du corps. J'ai bientôt terminé. Donc si tous les humains ils vont privilégier le développement du cerveau à la croissance du corps, ça, il n'y a aucun doute. En fait, ce qu'on pense avec Sophie, aussi avec d'autres collègues, c'est que cette priorisation, elle va être plus marquée chez certains individus que chez d'autres. Donc si on prend par exemple ce graphe, qui est un graphe théorique, ce n'est pas des données, l'allocation prioritaire de l'énergie au développement du cerveau par rapport à la croissance du corps, elle est très très marquée chez l'individu numéro 5, donc c'est la courbe rose tout en haut, et elle va être graduellement moins marquée pour les individus 4, 3, 2, 1, etc. Et donc certains de nos travaux de recherche récents, qui sont au centre donc, de la deuxième présentation que Sophie va donner dans quelques instants, ils s'interrogent précisément sur les conséquences de ces variations en termes d'allocation d'énergie sur les compétences cognitives des gens. Et donc, évidemment, on peut aussi réfléchir sur des conséquences sur d'autres objets psychologiques comme la santé mentale, etc., etc. Donc, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Sophie. Ok. Bonsoir à tous. Donc, je vais continuer cette discussion. On va se concentrer sur l'enfance, plus particulièrement. Merci. et on va aussi s'intéresser aux mécanismes qui permettent donc d'arbitrer l'allocation d'énergie entre le corps et le cerveau.
et voir comment est-ce que cet arbitrage va influencer la psychologie des enfants. Donc grandir, c'est un processus complexe qui demande une gestion rigoureuse des ressources énergétiques. Et chez l'humain, cette énergie provient de la nourriture et dans une moindre mesure de l'oxygène, qui est en fait essentiel à la conversion des nutriments en énergie. Et donc cette ressource énergétique est limitée et elle doit donc être gérée avec parcimonie. Donc l'organisme va utiliser l'énergie pour assurer 4 grandes fonctions biologiques: la croissance corporelle, le développement cognitif, la reproduction et la maintenance des fonctions vitales. Et ces fonctions sont en compétition et l'organisme va devoir trouver un équilibre optimal pour favoriser son développement global. Et chacune de ces fonctions suit une échelle de temps distincte. Donc c'est ce qui est représenté ici, sur cette petite figure. Donc vous avez la maintenance des fonctions vitales, qui est donc en vert, et c'est une constante à chaque étape de la vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc la maintenance des fonctions vitales, ça comprend des fonctions essentielles comme la respiration, la circulation sanguine, la digestion, ainsi que la défense contre les pathogènes et la réparation cellulaire. Ensuite, vous avez en gris la croissance corporelle. Et la croissance corporelle s'étend de la naissance jusqu'à la fin de l'adolescence. Elle englobe l'augmentation de la taille et de la masse corporelle. Elle se termine généralement entre 16-18 ans chez les filles, 18-20 ans chez les garçons. La courbe bleue un tout petit peu au-dessus, c'est la reproduction. Elle commence après la puberté et elle couvre plusieurs décennies dans la vie adulte. Et la courbe orange tout en haut, c'est le développement cognitif. Il commence dès les premières années de la vie. Il se poursuit bien au-delà de l'enfance. Le cerveau va continuer de se développer tout au long de l'adolescence et même à l'âge adulte, avec une maturation prolongée de régions du cerveau telles que le cortex préfrontal, donc celui qui se trouve derrière votre front, et qui est responsable des fonctions cognitives de haut niveau. Alors, dans nos travaux de recherche avec Pierre, lorsqu'on s'intéresse à l'enfance, on va se concentrer spécifiquement sur le compromis énergétique entre le développement cognitif et la croissance corporelle. Le compromis énergétique, c'est donc l'arbitrage qui est réalisé par notre organisme entre investir de l'énergie dans la croissance corporelle ou le développement cognitif. Alors pourquoi est-ce qu'on sélectionne seulement ces 2 fonctions ? Parce qu'en fait, on n'a encore pas atteint l'âge de la reproduction. Et du coup, on n'est pas intéressé par... Enfin, l'organisme ne va pas allouer d'énergie à la reproduction. Et étant donné que la maintenance elle est équivalente tout au long de la vie, on va ne pas la conserver dans cette équation. On va donc étudier la répartition de l'énergie ou l'allocation énergétique que se dispute la croissance corporelle, qui sert donc à augmenter la taille, la masse et les capacités physiques de l'organisme, et le développement cognitif, qui concerne la maturation des capacités intellectuelles, sociales et comportementales. Et donc, les besoins énergétiques sont donc alloués à ces 2 fins distinctes. Alors, pour démontrer l'existence de ce compromis énergétique entre corps et cerveau, Kuzawa et ses collègues ont mesuré la consommation de glucose à différents âges. Et ils ont utilisé la tomographie par émission de positons associée à l'IRM. Donc, la tomographie par émission de positons, elle utilise un traceur radioactif. C'est souvent du glucose qui est marqué par un isotope radioactif. Et ce traceur va être capté par les tissus, et en particulier par les zones à forte consommation métabolique. L'idée, c'est que plus le tissu est actif, plus il absorbe de glucose, et donc plus il consomme d'énergie. Et dans notre cas, le tissu qui nous intéresse, c'est soit le cerveau ou tout autre endroit du corps. Et donc, les mesures ont été effectuées tout au long de la vie, mais ce que je vous présente, c'est donc la consommation d'énergie par le corps en bleu versus le cerveau en orange de la naissance jusqu'à 7-8 ans. Alors, à la naissance, la majeure partie du glucose est absorbée par le corps. Et à cet âge, la croissance physique est prioritaire puisqu'elle est essentielle pour la survie. Donc, pour assurer sa survie, le nourrisson va accumuler une grande quantité de graisse corporelle dès les premiers jours de sa vie. Et cela va représenter le principal coût énergétique pendant les 6 à 9 premiers mois de vie. On observe d'ailleurs que les bébés humains sont assez dodus. Ensuite,
à partir de ce moment-là, la croissance corporelle va commencer à être limitée par la quantité d'énergie qui va être dévolue au cerveau. Le cerveau va consommer de plus en plus d'énergie. Et à 18 mois, on se rend compte que la quantité d'énergie qui est allouée au cerveau va dépasser celle qui est allouée pour le corps. Et la quantité d'énergie qui est allouée au cerveau va continuer d'augmenter et va atteindre son maximum vers l'âge de 5 ans, où elle représente en fait 65% du métabolisme de l'organisme au repos. 65%, ça vous parle peut-être pas tellement, mais par exemple, le cerveau d'un adulte, ça consomme 20% du taux métabolique au repos. Donc c'est un peu plus, quoi. Et au contraire, donc, sur la courbe bleue, on s'aperçoit qu'il y a un ralentissement. On s'aperçoit qu'il y a un ralentissement de la croissance corporelle jusqu'à l'âge de 5 ans. Et cette période, elle va être marquée donc, par une forte activité cognitive. Par exemple, c'est le moment où les enfants apprennent les prémices qui vont leur permettre d'apprendre à lire ensuite ou à calculer. Et ça se reflète aussi dans la morphologie des enfants, puisque souvent, ils sont élancés, sans beaucoup de masse musculaire ou de graisse corporelle. Et aux alentours de 5 ans, un changement se produit. La croissance corporelle va reprendre de l'importance, donc c'est ici. Et c'est une phase qui est connue sous le nom de rebond d'adiposité, qui se produit entre 5 et 7 ans chez les enfants. Et après ce rebond d'adiposité, l'organisme va commencer à réaugmenter de nouveau le stockage de graisse corporelle, avec l'objectif en fait, de préparer l'enfant au coût énergétique qui est associé à la maturation de son système reproductif, qui arrive juste ensuite. Alors, ce décours temporel, il vous montre bien qu'il y a une compétition entre les besoins énergétiques du corps et ceux du cerveau. Et cette compétition, elle se traduit par des périodes où le cerveau va consommer jusqu'à 65% de l'énergie absorbée. Et cette consommation va freiner la croissance physique pour prioriser le développement du cerveau. Alors, puisqu'il existe un compromis dans l'allocation de l'énergie entre la croissance corporelle et le développement du cerveau, alors ce compromis devrait influencer nos performances cognitives. Il paraît logique de penser que si on investit plus d'énergie dans notre cerveau, bien, nos compétences cognitives vont en profiter. Donc c'est ce qui a été récemment testé, enfin c'est ce qu'on a récemment testé. Et puis une question subsidiaire, c'est de se demander si toutes les fonctions cognitives vont être impactées de la même façon par ce compromis d'allocation d'énergie. Alors, je vous présente, j'ai résumé les informations sur cette slide, et je vous présente ici les résultats de 3 études récentes qui évaluent s'il existe un lien entre la croissance corporelle et le développement cognitif. Donc, dans la première étude, l'indice de croissance corporelle qui est utilisé, c'est l'indice de masse corporelle. C'est donc le rapport du poids sur la taille, l'IMC. J'imagine que vous l'avez déjà calculé pour vous-même. Et donc, les chercheurs, ils ont observé que le changement d'indice de masse corporelle entre 2 et 5 ans, il est inversement lié à l'augmentation des performances des fonctions exécutives. Donc, les fonctions exécutives, c'est l'ensemble des processus cognitifs qui permettent à une personne de planifier, de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, de contrôler ses impulsions et de s'adapter à de nouvelles situations. Et donc, entre l'âge de 2 et 5 ans, on voit clairement une relation inverse entre la progression de l'indice de masse corporelle et l'amélioration des fonctions exécutives. Donc l'étude suivante, elle a été menée par l'équipe de Pierre et elle a évalué la mémoire de travail chez des enfants qui sont âgés de 6 à 11 ans. Et la mémoire de travail, c'est donc le système qui nous permet de retenir et manipuler des informations sur un temps très court. Et c'est utile pour des tâches complexes comme raisonner, résoudre des problèmes ou suivre des instructions. Et là encore, les résultats montrent que la mémoire de travail s'améliore avec l'âge de manière inversement proportionnelle à l'évolution de l'indice de masse corporelle. Ça renforce donc l'idée que le compromis énergétique entre le cerveau et le corps va influencer les performances cognitives. Et donc une 3e étude révèle que plus la croissance est lente, meilleures sont les performances langagières. Il existe donc en fait une corrélation entre l'âge au rebond d'adiposité, donc c'est le dernier que je vous ai montré à la fin. Donc si l'âge du rebond d'adiposité est retardé, ça veut dire que la croissance elle est lente. Et bien plus la croissance est lente, meilleures sont les performances de langage des enfants mesurées à 5-6 ans.
et surtout chez les filles. Donc, par contre, on n'a pas observé cette même relation lorsqu'on utilise des mesures d'intelligence non verbale. Donc, c'est par exemple des tâches de raisonnement ou des tâches de mémoire visuospatiale. Et donc, ce résultat suggère en fait que le compromis énergétique n'affecte pas toujours toutes les capacités cognitives de manière égale. Et cette interprétation, elle paraît d'autant plus cohérente lorsqu'on prend en compte des études récentes qui ont montré que les performances langagières à 3 ans, elles prédisent les fonctions exécutives et la mémoire de travail à 5 ans. Donc ça suggère que le langage, il ne se limite pas à être une simple capacité cognitive parmi d'autres, mais en fait, il joue un rôle fondamental dans le développement d'autres fonctions cognitives, comme la mémoire de travail et la planification. Si on s'aventure un peu plus, on peut aussi s'intéresser aux difficultés de langage et à leur impact sur la santé mentale des enfants. Par exemple, quand on ne parle pas bien, on va plus difficilement partager ses émotions, et cela a un impact sur notre équilibre psychologique. Donc, l'ensemble de ces résultats suggère en fait que le compromis énergétique entre le corps et le cerveau a un impact spécifique sur l'acquisition du langage. Alors pourquoi ? Si on veut approfondir ce point, il va falloir qu'on zoome sur les principes biologiques qui sous-tendent ce compromis. Alors, quels sont les processus cellulaires à être particulièrement énergivores pendant la croissance pour que l'attribution de l'énergie leur soit priorisée ? Alors, l'un de ces processus particulièrement énergivores, c'est la division cellulaire. Donc, c'est celui qui est représenté là. Donc, pendant les phases de croissance rapide, les cellules du corps vont se diviser constamment pour augmenter la taille des organes et de nos structures corporelles aussi. Et donc, chaque division cellulaire permet la génération de 2 nouvelles cellules, mais ça nécessite aussi une forte consommation d'énergie, en particulier pendant la phase qu'on appelle la phase de réplication de l'ADN. Alors, cette phase, elle demande énormément d'énergie parce qu'en fait, il faut déjà casser toutes les liaisons entre les bases. Et ensuite, il va falloir créer 2 nouveaux nucléotides et il faut vérifier que chaque copie est correcte. Donc, tout ça nécessite beaucoup d'énergie. Et la réplication de l'ADN va former 2 molécules d'ADN identiques, ce qui va aboutir à la division d'une cellule en 2. Et pendant la croissance, les cellules doivent se diviser constamment pour produire de nouvelles cellules. Et la multiplication des cellules permet de construire des tissus dans ces différents systèmes corporels. Le système tégumentaire qui correspond donc à la peau, aux cheveux, aux poils, mais aussi le système musculaire, le système squelettique et les systèmes digestifs, urinaires, circulaires et respiratoires. Et donc tous les tissus de ces systèmes vont croître grâce à la division cellulaire. Mais cette multiplication, elle ne concerne pas le système neural, le système nerveux. La plupart des neurones, en fait, cessent de se diviser quelques semaines après la naissance, ce qui signifie que le système nerveux ne va pas allouer massivement d'énergie à la création de nouvelles cellules pendant l'enfance. En fait, le stock de neurones, il est prêt, donc quelques semaines après la naissance, et ce qui va à ce moment-là coûter de l'énergie à notre organisme, c'est un autre processus, parce qu'il va falloir en effet établir des connexions entre tous ces neurones. Et on va pouvoir en faire un réseau interconnecté qui fonctionne bien. Et ça, c'est énergivore. Alors, je vais montrer un petit exemple. Sur cette courte vidéo, vous pouvez en fait observer 2 neurones qui tentent de former une connexion entre eux. Et vous pouvez remarquer que ce processus est lent et laborieux. Et il nécessite donc du temps et des efforts. Et maintenant, vous devez imaginer que ce travail devra être réalisé à l'échelle d'un réseau neuronal étendu. Le réseau du langage, il doit relier le cortex frontal au cortex pariétal en passant par le cortex temporal, donc c'est vraiment très très étendu. Et il faut aussi ajouter à cela, à l'étendue du réseau, il faut ajouter la complexité de ce réseau. C'est ce qui est représenté sur la figure de droite. Donc chaque neurone est connecté à des milliers d'autres
ce qui signifie que chaque nouvelle connexion potentielle doit en fait s'ajuster précisément dans un environnement qui est déjà encombré par de nombreux neurones. Donc ça rend le processus encore plus compliqué. Alors, une couche supplémentaire à ce compromis énergétique. Donc il y a un facteur supplémentaire et essentiel qui va influencer le développement de ces réseaux neuronaux et donc l'attribution de l'énergie à la formation de ces réseaux, c'est la confrontation à notre environnement. Donc pour établir des connexions neurales efficaces, notre cerveau va devoir interagir avec son environnement, agir activement dans notre environnement. Et par exemple, le développement du langage, d'un réseau neural dédié au langage, ne peut se faire que si l'enfant est exposé à la langue. Alors pourquoi est-ce que cette exposition à l'environnement est importante? Donc on observe que l'environnement va moduler le compromis énergétique entre le développement cognitif et la croissance corporelle. Par exemple, une adversité précoce, qui inclut donc le manque d'accès aux ressources, qui peut se traduire par une sécurité alimentaire insuffisante ou des conditions de pauvreté, mais aussi des carences affectives et relationnelles, elles influencent le compromis énergétique. Et plus précisément, des conditions de vie difficiles dans la petite enfance peuvent conduire à une allocation d'énergie en faveur de la croissance physique, et donc au détriment du développement cognitif. Ce qui soutient l'hypothèse selon laquelle l'environnement joue un rôle clé dans la régulation de ce compromis. À l'inverse, on a aussi observé qu'un environnement riche en stimulation cognitive va influencer le compromis énergétique. Et cette fois-ci, on a observé un effet positif, puisque les enfants qui bénéficient d'activités cognitives soutenues, comme la lecture ou des interactions verbales, eh bien, montrent un meilleur développement langagier et une croissance plus lente. Ça indique que dans des environnements riches en informations cognitives, l'organisme peut allouer davantage d'énergie au développement du cerveau, notamment pour les compétences linguistiques, ce qui crée un ralentissement de la croissance physique. Alors, ces résultats sont particulièrement importants parce qu'ils montrent que le compromis énergétique entre la croissance corporelle et le développement cognitif est plastique. Cela signifie que les conditions environnementales peuvent soit accélérer, soit ralentir ce développement. Et c'est quelque part une excellente nouvelle, parce que ça suggère que nous avons une marge de manœuvre pour influencer ce compromis. Et si on améliore les conditions de vie des enfants, on peut directement agir sur leur capacité d'apprentissage et leur développement global. Je vous remercie pour votre attention et on est là pour répondre à vos questions. Moi, j'avais déjà une question sur pourquoi il y a que les... Est-ce qu'on voit la même chose chez les petits garçons? Il savent que chez les petites filles qu'on voit ça? Non, c'est la même chose chez les filles et les garçons. Le rythme est un peu différent entre filles et garçons. Donc la totalité de la croissance est un peu accélérée chez les filles. Donc les filles arrivent plus tôt à la maturité sexuelle par rapport aux garçons, ce qui fait que toutes les courbes que je vous ai montrées sont un tout petit peu plus condensées chez les filles par rapport aux garçons. Par rapport à la corrélation inverse entre la croissance physique et la croissance, le développement cognitif, est-ce que vous avez d'autres preuves, comme notamment des enfants qui seraient atteints de déficience intellectuelle, est-ce qu'ils ont une croissance physique plus rapide, ou des enfants atteints de déficit de croissance en hormones de croissance auraient un développement cognitif plus important? C'est une très bonne question. En fait, je pense que c'est un peu prématuré pour donner des réponses là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne les déficiences cognitives, je pense qu'il y a ce qu'on appelle des étiologies, donc des facteurs causaux qui sont déjà assez identifiés et qui donc, en théorie, en tout cas c'est ce que j'aurais intuitivement tendance à penser, n'interagissent pas avec ces mécanismes d'allocation d'énergie tels qu'on les a présentés aujourd'hui et du coup seraient plus perméable finalement aux influences environnementales. Après, effectivement, c'est hyper intéressant de s'interroger sur l'effet de traitement d'hormones de croissance, typiquement, sur le développement cognitif. Ça, c'est vraiment une belle idée. Je n'ai pas de données en tête qui
qui valide cette hypothèse, mais c'est une chouette idée de recherche en tout cas. Je comprends que vous avez fait vos études principalement sur la consommation glucidique. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur le type d'alimentation, type protéique, lipidique? Est-ce que ça peut avoir une influence sur le développement du cerveau? En fait, les données que Sophie vous a montrées sur typiquement les courbes des trajectoires développementales de consommation métabolique cerveau versus corps ont effectivement été réalisées sur des éléments glucidiques. En tout cas, ce n'est pas nos données à nous. Nous, on s'est vraiment attaché au développement cognitif. Donc, c'est vrai que c'est pas c'est vraiment des données très, très différentes. Je n'ai pas connaissance... Enfin, je pense qu'il y a d'autres éléments énergétiques qui ont été testés, en tout cas avec lesquels on a testé ces hypothèses-là, mais je ne pourrais pas précisément vous donner si ce sont des résultats, ça a donné des résultats convergents avec ceci ou pas. Est-ce que vous savez s'il y a des études qui qui considèrent un environnement bilingue ou trilingue, par exemple, pour un enfant? Et est-ce que ça a un impact sur le compromis énergétique, puisque vous avez beaucoup mentionné le rôle du développement langagier? Est-ce que ça diffère? Malheureusement, on ne va pas pouvoir vous répondre. En fait, la plupart, je vous ai un peu présenté l'état des lieux, c'est-à-dire que c'est des études très très récentes qui demandent énormément de temps et d'investissement, parce qu'on suit des enfants sur 9 ans, hein, donc, enfin, au minimum. Il y en a qui les suivent sur 15. Donc en fait, les données sont difficiles à acquérir, et je pense que je ne peux pas répondre à votre question, même si elle est très intéressante. Moi, je peux peut-être essayer d'apporter un élément de réponse. C'est qu'en théorie, vivre dans un environnement bilingue, c'est un environnement qui est bombardé d'informations. Donc mécaniquement, en fait, ça qui est intéressant dans ce processus qu'on illustre, c'est que mécaniquement, ça va faire appel, ça va nécessairement déclencher une allocation prioritaire de l'énergie en direction du développement des connexions cérébrales. Ensuite, il faut décorréler cette richesse de l'information avec l'acquisition de la compétence, à savoir maîtriser 2 langues en même temps. Donc en général, on sait que les enfants bilingues, c'est des compétences qu'ils acquièrent relativement tardivement par rapport à un enfant qui est, lui, exposé à une langue unique. Mais en tout cas, en théorie, oui, effectivement, un environnement extrêmement riche, un environnement langagier extrêmement riche doit favoriser cette allocation prioritaire en direction du développement neurocognitif. Simplement, quelle est la nature de vos données, votre échantillon d'études? Combien de personnes, etc. Lesquelles? Très bonne question. On travaille sur différents échantillons. Par exemple, sur le langage, ce que je vous ai montré, c'est sur 2500 enfants. L'étude de Pierre sur la mémoire de travail, c'est dans ces eaux-là aussi. Et puis l'étude sur les fonctions exécutives, c'est un peu plus, c'est 3500. Et là, on recommence la même chose et on est sur un échantillon de 10 000 enfants. Oui, donc c'est des modèles statistiques qui sont assez complexes, où on utilise beaucoup d'informations. Donc par exemple, on utilise plusieurs mesures anthropomorphiques qui nous permettent de prendre des informations sur la croissance corporelle des enfants. Donc on prend juste la taille, juste le poids, mais aussi la quantité de graisse qu'on peut stocker sous notre peau, par exemple. C'est un autre indice qu'on va utiliser. Et puis au niveau cognitif, on utilise plein de tests qui sont très souvent utilisés, assez standards. Pas de questions sur le requin du Groenland? Est-ce que le fait de vivre maintenant dans une société, je parle en Occident, où il y a une abondance de nourriture, est-ce que ça va un peu perturber cette allocation entre de la ressource, de l'énergie entre masse et développement cognitif? Oui, très probablement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des nutriments qui favorisent le stockage d'énergie sous forme de graisse, abdominale en particulier. Et c'est vrai que nous, on s'est interrogé sur l'impact typiquement de la stimulation cognitive dans l'environnement des enfants sur la croissance corporelle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait l'inverse. À quel point est-ce qu'un environnement qui va être caractérisé par des nutriments très denses et en quantité bien trop importante pour pouvoir être absorbé et consommé par, on va dire, un système typique,
à quel point ça peut influencer le développement cognitif. C'est vrai que c'est un raisonnement inverse qu'on n'a pas encore testé, mais très certainement. En fait, c'est des recherches qui sont vraiment très récentes, mais c'est sûr qu'il y a forcément des travaux qui vont être produits là-dessus. Le champ qu'on développe, il est aussi très développé par les gens qui s'intéressent à l'obésité. Donc, ce qui rejoint vraiment la question de Pierre, enfin, la réponse de Pierre. Pardon. Est-ce que l'IMC est un bon indicateur? Parce que les enfants très grands mais très minces, ils vont quand même consommer beaucoup de ressources. Oui, bonne question. C'est un indicateur facile à trouver. Donc, ça veut dire que dans la plupart des cohortes qu'on utilise, il va être redondant. Donc, ça, c'est un point positif parce que ça veut dire qu'on peut le tracer, le répliquer dans plusieurs cohortes. Par contre, on n'utilise pas que celui-là, justement pour ça, parce qu'on n'a pas la même façon de stocker les graisses et ce n'est pas juste l'IMC qui va nous donner cette information-là. Est-ce que c'est différent, enfin, ce compromis, il est suffisamment fort et visible pour être observé à l'échelle macroscopique et que vous avez fait des études qui vont au-delà de l'état d'enfant ou est-ce que ça finit par se rééquilibrer ensuite à travers l'adolescence? Je vais juste vous parler d'une étude qu'on a faite en fait, et qui suggère que les enfants qui donc sont très très stimulés, qui vivent dans un environnement affluent, on va dire en général, donc entre 0 et 7 ans, ils retardent un petit peu leur taux de croissance. Ça, c'est ce qu'on a vu avec Sophie en premier abord. Et puis, nous, on a fait une deuxième étude où, pour le coup, on a des courbes de croissance qui sont plus tardives, donc qui vont de 6 à 11 ans. Et si on observe au départ cette asymétrie développementale, on voit qu'aux abords de l'adolescence, il y a souvent des effets de rattrapage qui s'observent. Donc, en général, les enfants qui commencent un peu tard, si vous voulez, en termes d'efficience exécutive, de capacité exécutive, ils rattrapent leur retard en ayant un taux croissant de développement cognitif. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Pareil, c'est encore assez mystérieux, en fait. Les données vie entière sur ce genre de choses n'existent pas. Je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits, avec de l'imagerie cérébrale, donc qui ne comportent pas qui n'ont pas de contenu cognitif en soi, mais en fait, c'est ces courbes-là que vous voyez là et qui sont prolongées jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, je crois. Mais ouais, c'est une bonne question. Effectivement, nous, on voit cet effet de rattrapage avec le temps. On ne connaît pas les causes, par contre. Ouais, sur les courbes dont parle Pierre, en fait, les courbes ont tendance à se rejoindre autour de 15 ans chez les filles. Ça veut dire que il y a une certaine stabilité dans le système qui arrive. Et puis chez les garçons, c'est un tout petit peu plus tard, c'est vers 18 ans. Donc en fait, on aboutit à un système qui va autant allouer d'énergie au corps qu'au cerveau. On n'est plus dans quelque chose d'aussi dynamique que ce qui se passe pendant la croissance. On va s'arrêter là, désolé, pour passer à la conférence d'après. Merci pour votre participation.